Quand je dis que je l'ai accepté, c'est pas que j'ai grandi et je l'ai accepté. Je suis passée aussi dans une phase où j'étais très en colère d'avoir cette maladie. Je suis aussi passée dans une phase où limite j'en voulais à mes parents. J'aime bien dire que les gens qui ont une maladie sont des spécialistes de leur maladie. Je précise, moi je suis médecin généraliste, mais Anne-Marie a cette spécialité peut-être plus importante que la mienne parce qu'elle vit ça au quotidien. J'allais justement dire, on est entre femmes là, est-ce qu'on peut parler amourette? Je vais dire ça dans les 48 heures, tu vas aller faire ton génotype et puis on sait si on avance ou on s'arrête là. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos vies, nos voix. Une émission qui donne la parole à celles et ceux qui portent des histoires fortes au sein de la communauté afro et afrodescendante. Ici, on parle de santé mentale et de bien-être sans tabou, à travers des récits inspirants, parfois drôles, parfois inattendus, mais toujours sincères. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose, une maladie qui touche plus de 300 000 bébés chaque année dans le monde, dont une grande majorité en Afrique et dans la diaspora. C'est une maladie génétique du sang, invisible à l'œil nu, mais qui bouleverse profondément le quotidien de ceux qui la vivent. Entre crises de douleur intenses, fatigue constante et séjours à l'hôpital à répétition, le quotidien devient parfois une véritable épreuve physique et morale. Je suis votre hôte, Kéline Toumba-Ilunga, et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire d'une jeune femme qui fait preuve d'un courage incroyable face à cette réalité. Pour ce premier épisode de Nos vies, nos voix, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie, 21 ans, qui vit avec la drépanocytose et a accepté de venir partager son expérience avec nous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Kelly, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je suis là. Merci. Et pour nous accompagner tout au long de cette conversation, j'ai aussi le plaisir d'accueillir le docteur Tchabou Djamani, qui est médecin généraliste et psychothérapeute, qui va nous apporter un regard à la fois médical et humain sur ce que vivent les personnes atteintes de la drépanocytose. Bonjour docteur. Bonjour Kelly. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci pour l'invitation aussi. Alors, Anne-Marie, tu parles beaucoup de ta condition sur les réseaux sociaux et tu le fais d'une manière très ouverte. Pourquoi? Alors, j'ai pas toujours assumé ma maladie, j'en ai pas toujours parlé aussi ouvertement. J'ai commencé à l'aborder en 2016 parce que je trouvais que, en fait, j'en avais juste assez de vivre le manque de connaissance des gens face à ma condition de santé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole et de sensibiliser. Et je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'acceptation est un pas vers la guérison. Donc, pour la drépanocytose, j'ai commencé à l'aborder à mes 16 ans de manière plus ouverte dans le sens où je voulais vraiment montrer aux gens que ce n'est pas une fatalité, mais que c'est une condition avec laquelle on doit collaborer dans la vie de tous les jours. Très beau. J'ai d'ailleurs remarqué que tu as utilisé le mot « condition » au lieu de « maladie ». Pourquoi cette nuance? Oui, parce que je ne me considère pas toujours comme une personne malade. En fait, je suis malade quand je suis en crise, mais quand je ne suis pas en crise, j'ai une condition de santé qui peut apparaître et qui peut me rendre malade. Donc, c'est un peu cette différence-là que j'aime faire entre condition et maladie. Ok, ça c'est très intéressant ça. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est la drépanocytose? Comment tu la décrirais avec tes propres mots? De manière banalisée, je définis la drépanocytose comme étant un handicap, un peu comme quelqu'un qui a une malformation, qui a une perte de membres, qui a une paralysie. Ça, ce sont des handicaps visibles. Alors, la drépanocytose est un handicap invisible parce que l'organe qui est atteint, l'organe qui est mal formé est le globule rouge qui est à l'intérieur, donc on ne le voit pas. Et le globule rouge, chez les personnes pas malades, a une forme ordinaire, une forme ronde. Mais chez les personnes atteintes de drépanocytose, il y a des globules rouges qui sont mal formés, donc qui ont une forme lunaire. Et ça fait que ça bloque, au passage au vaisseau sanguin, ça fait que les globules rouges mal formés bloquent et causent des crises vaso-occlusives. Wow. Voilà. Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette définition-là? Moi, je pense que c'est très juste. Juste une petite nuance à apporter, que c'est ce qu'il y a dans le globule rouge qui est mal formé. C'est l'hémoglobine, on appelle ça une hémoglobine S, qui est anormale et qui ne laisse pas le globule rouge garder sa sphéricité et sa souplesse. Et donc, il a cette forme, comme dit Anne-Marie, de fossile. Et donc, cette forme moins souple fait qu'il se coince dans les vaisseaux. Et un vaisseau, c'est comme un tuyau. S'il est bouché,
ce qui passe dans le tuyau ne passe plus. Et là, c'est le sang qui ne va plus passer comme il faut au niveau de cet organe-là, qui, ne recevant plus la quantité de sang suffisante, va se retrouver en souffrance ou des douleurs. Et même parfois, l'organe en question ou la partie en question peut se nécroser. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez grave de ne pas pouvoir laisser ce sang circuler comme il faut. Oui, effectivement, mais donc sinon tout le reste est tout à fait judicieux. J'aime bien dire que les gens qui ont une maladie sont des spécialistes de leur maladie, peut-être plus que des médecins non spécialistes de cette maladie. Je précise, moi je suis médecin généraliste, mais Anne-Marie a cette spécialité peut-être plus importante que la mienne parce qu'elle vit ça au quotidien. Elle ne doit pas se rappeler des symptômes, elle les vit, elle les connaît, elle connaît les signes avant-coureurs. Et donc, voilà, moi je considère que les patients de maladies chroniques sont des spécialistes de leur maladie, parfois plus que certains médecins. En effet, c'est vrai qu'elle a très bien expliqué sa maladie dans les détails. Finalement, forcé à devenir des spécialistes sur ça. C'est vrai. Mais justement, vous avez évoqué les symptômes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les symptômes? Alors, il y a différents symptômes de la drépanocytose. Le premier dont j'ai le plus souffert, je pense, quand j'étais jeune, c'est les yeux jaunes. Donc, le docteur peut peut-être expliquer ce qui cause les yeux jaunes, mais je sais qu'avant d'avoir une crise, mes yeux changent de couleur et au lieu d'être blancs, ils tendent vers le jaune. Et alors ça, c'était sujet de moquerie quand j'étais petite. Généralement, avec la subtile méchanceté des enfants, très vite, on a commencé à se moquer de moi parce que j'avais les yeux jaunes ou alors parce que quand j'allais être en crise, ben, mes yeux changeaient de couleur. Et on a même fait hallucination à ça dans le film, la série Supracelle. Je ne sais pas si tu as regardé. Sur Netflix, et c'était très intéressant. Donc ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est simplement les douleurs, les crises vaso-occlusives. Donc on peut avoir mal n'importe où dans le corps. Et je pense que c'est les symptômes majeurs. Et à part ça, ça peut aussi causer des syndromes thoraciques aigus. Voilà, ce genre de choses. Ok. Alors, est-ce que tu te rappelles de quand tu as été diagnostiquée de cette maladie? Non, pas du tout, parce que je pense que c'était à 2 ans que mes parents ont su que j'étais malade, donc je ne m'en souviens pas forcément. Mais je sais que quand j'étais petite, ça s'est manifesté par les mains qui gonflaient et les pieds qui gonflaient aussi. C'est ça, quand on est... Mais moi, j'ai des petites questions. Diagnostiquée à 2 ans, ça veut dire que les parents n'étaient pas au courant que potentiellement tu pourrais être malade? Non, ils n'étaient pas au courant. En fait, mes parents, je pense, n'ont pas fait attention à leur génotype au moment où ils ont décidé de faire des enfants. Et comme j'ai un grand frère qui, lui, n'est pas du tout malade, bah, il ne pouvait pas se dire que j'allais être malade. Pouvez-vous justement nous en dire plus sur le fait que ce soit une maladie génétique? Parce que je pense qu'on a beaucoup expliqué de quoi il s'agissait, enfin, les symptômes, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment on la contracte en fait cette maladie? Alors, on ne va pas la contracter. Donc, l'hémoglobine, donc ce qui est à l'intérieur des globules rouges, qui permet de transporter l'oxygène, est cryptée, on va dire, par rapport à des gènes. Et ici, les personnes qui vont développer la maladie vont se retrouver avec 2 gènes malades, 2 gènes S, plutôt qu'avoir un A normal et tout ça. Et donc ici, comment ça s'est passé pour Anne-Marie? Son frère n'a pas été malade. Je suppose que les 2 parents sont plutôt porteurs que malades. Donc ça veut dire que ce sont des parents qui ont un génotype A normal et S. Et donc si on fait je ne sais pas comment on va dire ça, le croisement, donc on a 2 AS, et donc on a 25% de chances d'avoir quelqu'un de tout à fait normal, tout AA, et 25% de chances d'avoir quelqu'un qui est SS, et puis 50% de AS porteur. Donc ici, l'idée, c'est de savoir qu'on est porteur pour pouvoir être attentif à la personne avec qui on va se mettre en ménage, et être attentif aussi peut-être en prénuptial ou des choses comme ça. Moi, je posais la question de si les parents étaient au courant, parce que moi, par exemple, dans ma famille, j'ai 2 frères, un frère et une sœur, qui sont porteurs. Et donc moi, j'ai grandi, je ne connaissais pas les gènes et tout ça, avec ce AS dans la tête. Mes parents ont bien matraqué à mon frère et à ma sœur, vous êtes AS, vous devez faire attention le jour où vous voulez vous mettre en ménage. Donc, moi, j'ai grandi avec cette conception que peut-être tout le monde était au courant que si on est AS ou pas, mais effectivement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Ok. Et est-ce que justement, en grandissant, tu as été beaucoup hospitalisée? Enfin, comment était ta scolarité au final? Oui, j'ai été beaucoup hospitalisée quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose qui a affecté toute mon enfance, non seulement au niveau scolaire, mais même le simple fait d'être malade étant enfant. Donc tu rates les anniversaires, tu rates tous les événements.
Donc c'est quelque chose aussi que je n'ai pas très bien vécu étant enfant. Mais je pense que pour moi, en fait, comme c'est tout ce que j'ai connu, le fait d'aller à l'hôpital tout le temps, ben, pour moi, c'était un peu la norme jusqu'à ce que j'arrive à un certain âge où je réalise que ben, les autres, ils vont pas autant à l'hôpital que moi. Les autres, ils sont pas toujours hospitalisés comme moi. Donc c'est là que j'ai commencé, entre guillemets, à avoir conscience que j'avais une maladie sans pour autant savoir quelle maladie c'était. Donc je savais que j'étais malade, je savais que j'allais être hospitalisée, que j'allais être emmenée à avoir des douleurs, machin chouette. Mais je ne savais pas mettre un terme sur ma maladie. Donc voilà, c'est quelque chose qui a impacté mon enfance de différentes manières. Mais finalement, avec le temps, je pense que quand j'ai vraiment eu ce signal d'alerte qui s'est mis dans ma tête, en fait, j'ai commencé à chercher maintenant plus qu'est-ce que la drépanocytose. J'ai fait la grande erreur d'aller sur Google pour taper drépanocytose. Docteur Google. Docteur Google m'a dit que j'allais mourir à 16 ans. Donc voilà, ça c'est Docteur Google que je déconseille fortement. Tout à fait. Moi aussi. Mais ouais, finalement, avec le temps, je pense que c'est là que j'ai commencé à chercher à comprendre mon corps, à comprendre comment ça fonctionnait, comment je pouvais dealer avec les crises qui allaient arriver, les douleurs et voilà. Ben, tu as justement parlé que tu as dit que c'était pas facile. Mentalement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'était pas facile dans le sens où ben, quand tu es censé être à l'école, toi tu te retrouves à être dans une chambre d'hôpital. Ça déjà c'est quelque chose d'assez éprouvant. Et moi en fait, comme moi-même je n'avais pas conscience de ma maladie, ben, je ne savais pas en parler. Ça veut dire que les autres, entre guillemets les amis à l'école, ne savaient pas forcément que j'étais malade. Du coup c'est beaucoup de moqueries sur les absences, sur ben, mon physique, parce que quand j'étais jeune, j'étais très mince. Donc, c'était aussi des moqueries sur le physique. C'était beaucoup de choses très compliquées en tant qu'enfant. Mais c'est des choses, avec du recul, tu réalises que c'est juste par manque de connaissances. Voilà. Et quels effets, on va dire, l'harcèlement scolaire ou autres peuvent avoir sur une jeune femme en développement, en adolescence, et notamment qui a aussi une maladie? Ben, moi, je pense déjà le fait de se sentir rejeté, de se sentir stigmatisé, l'étiquette, la fille qui est toujours absente, qui est malade, si on a la notion de maladie. En tout cas, elle a un problème, cette fille, parce qu'elle ne vient pas au cours comme il faut. Et donc, vivre avec l'étiquette, la fille toujours malade, c'est quand même pas super sympa. On peut plus facilement être en dépression ou anxieuse, donc peut-être des troubles du sommeil qui peuvent venir avec ça aussi. Avoir moins d'amis, avoir une image de soi, une mauvaise image de soi. Voilà, tu parles de t'étais très mince, peut-être qu'on se trouve pas belle ou pas, ou des choses comme ça. Mais moi, ce que je peux poser des questions à Anne-Marie aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce que j'entends, tu n'avais pas conscience que tu étais malade et tout ça. Qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce que quelqu'un te disait quelque chose, ou les parents, ou les médecins, pour dire, mais... On m'a dit des choses, mais je pense qu'on me les a dit un peu très tard par rapport à ce que j'aurais voulu. Très tard, c'est-à-dire? Je ne sais pas dire un âge exact, mais quand j'avais mes questions, étant donné que je ne les posais pas non plus, je préférais aller sur Google, c'est très tard que j'ai su poser des mots en fait sur la maladie. Donc je savais que c'était une maladie, mes parents m'avaient déjà dit que j'aurais eu à faire plus attention, on me sensibilisait en fait. Quand tu vas à des fêtes, il ne faut pas courir, il ne faut pas faire tout ce que les autres vont faire parce que tu as des différences, machin chouette. Mais je voulais vraiment avoir des mots exacts. Oui, j'ai des différences, mais lesquelles? Pourquoi? Comment c'est arrivé? Donc j'avais beaucoup de questions. Et je pense que les premières personnes à avoir éclairé ma lanterne, c'est le corps médical, tout simplement. Donc mes médecins, mes infirmières, avec qui, étant donné que j'étais souvent à l'hôpital, j'ai réussi à développer comme une relation assez... j'étais très à l'aise avec eux, très à l'aise de poser mes questions. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis à l'hôpital, tout ce qu'on me fait, il faut m'expliquer, il faut que je sache ce qu'on me met, tout ça. Donc je posais beaucoup de questions, ça a éveillé ma curiosité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à avoir conscience que voilà, c'est une maladie. Et je pense que même si à 6 ans, on était venu me dire « Ok, tu as la drépanocytose », j'aurais rien compris en fait. Donc voilà, ça a pris le temps que ça a pris. Mais au final, je pense que j'ai été bien conscientisée. Bien conscientisée à un certain moment. Parce que il y a beaucoup maintenant des petits livres pour les enfants, un peu pour expliquer des choses compliquées pour les enfants. Mais pour que même petits, ils ne vont pas tout comprendre, mais ils aient quand même déjà un certain nombre de mots, de notions sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et ce n'est pas quelque chose que toi tu as eu, petite, d'être informée
J'ai plus ou moins reçu, à l'école, un jour, on est venu nous dire, OK, il y a des enfants qui sont SS, il y a des enfants qui sont ceci, cela, mais c'était très, très bâclé, on va dire, dans l'explication. Et je pense que c'est pas ces termes-là qu'on aurait dû utiliser pour un enfant. Je pense pas que tu viens dire à un enfant que t'es SS, t'es AS. C'est un peu compliqué à comprendre. Donc, non, en fait, j'ai pas vraiment été conscientisée dans ce sens-là. Mais tu as notamment mentionné qu'on te disait de faire attention quand il fallait courir, etc., dans les fêtes, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui causent ces crises, où ça peut commencer de nulle part ou Oui, il y a des facteurs de crise. Quand je dis facteurs de crise, c'est très général parce qu'il y a de tout et de rien. Donc, on va dire du froid, du chaud, tu cours, tu nages, beaucoup d'activités physiques, ça peut généralement me causer des crises. Après, moi, j'ai des facteurs de crise propres à moi. Par exemple, quand je marche trop longtemps ou alors quand je reste dans une certaine position pendant trop longtemps. Donc, c'est vraiment des petites choses qui peuvent t'emmener à causer des crises. Ouais. Ok. Et comment décrirais-tu justement une crise? Enfin, c'est quoi une crise? Ça, c'est la question. En fait, une crise, c'est une série de douleurs. Ok. Et bon, c'est propre à moi, parce que j'aime dire qu'il y a autant de drépanocytaires que de drépanocytoses parce que ça se manifeste en fait de différentes façons chez chacun. Mais pour moi, en tout cas, la crise commence quand je commence à réaliser que j'ai les yeux jaunes. Là, je sais qu'il y a quelque chose qui va venir, donc il faut faire attention. C'est là que je vais faire la meuf qui boit un peu plus d'eau. Mais ouais, je sais que je dois préparer mon corps à recevoir peut-être une potentielle crise. Okay. Et d'après les yeux jaunes, va commencer les petites douleurs. Mais ça, c'est des choses que je peux encore soigner à la maison avec des paracétamol par-ci par-là, des petits médicaments. Mais la vraie crise, en fait, commence au moment où tu as tout pris à la maison et que tu réalises qu'en fait, là, c'est l'urgence. Okay. Il faut absolument aller à l'hôpital. Et moi, personnellement, j'ai du mal, en fait, à avoir ce déclic, à me dire, OK, là, j'ai essayé à la maison, il faut aller à l'hôpital. Parce que moi, j'aime pas l'hôpital. Oui. Donc, en fait, j'ai du mal vraiment à réaliser que c'est à ce moment-là que tu dois partir maintenant. OK. Ouais. Et est-ce que, parce que j'ai eu à voir sur les réseaux sociaux au fur et à mesure des années, que beaucoup de gens se plaignaient du fait que des fois, leur douleur n'était pas prise au sérieux. Ou, on va dire, comprise par le corps médical. Est-ce que tu as déjà, toi, souffert de cette frustration-là, peut-être? Ou à chaque fois, ça... Oui, plusieurs fois, parce qu'en fait, faut savoir que moi, j'ai grandi au Congo, puis je suis venue à Bruxelles. Okay. Donc, dans ma prise en charge au Congo, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y a plus de drépanocytaires. Du coup, ils comprennent mieux la maladie. Okay. Mais une fois que je suis arrivée ici, dans le premier hôpital que j'ai fait, c'est vrai que la maladie était un peu moins comprise, on va dire. Donc, ils me voyaient venir avec des douleurs. Il fallait attendre aux urgences, comme tout le monde dans la salle d'attente. Tu vas passer après celui qui a un mot de tête parce qu'il est arrivé 5 minutes après toi. Donc, c'était un peu très compliqué au début. Et j'avais l'impression que c'était moi, en fait, aux urgences, qui devais expliquer ma maladie au corps médical. Alors que quand tu es dans une crise, je pense que c'est pas la première chose que tu as envie de faire. Du coup, c'était très compliqué dans ce sens-là. Je devais à chaque fois me balader avec des notes où j'avais déjà noté qu'est-ce que je fais, quel est mon traitement, tout ça, pour faciliter les choses. Mais aujourd'hui, je pense que ça va de mieux en mieux. Dans certains pays, c'est encore en train d'évoluer, mais je pense qu'on est en train d'arriver quelque part. Dans l'hôpital où je suis soignée actuellement, je n'ai plus ce problème. Il y a un protocole de drépanocytose qui est établi. Donc, quand tu arrives aux urgences, tu es prise directement et tout, ça, c'est parfait. Donc voilà, après tu as toujours des soignants qui sont un peu très plaintifs parce que quand tu te mets à sonner dans ta chambre d'hôpital, tu déranges ceux qui sont en train de faire leur shift. Mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut vivre avec. Quoi. Ouais. Ok. J'ai une question pour vous, docteur, parce que je ne sais pas si c'est un mythe ou c'est la vérité. Est-ce que la drépanocytose est une maladie qui touche seulement les Noirs ? Ça ne touche pas que les Noirs, ça touche essentiellement les Afro-descendants. Mais ça, j'avoue que je l'ai regardé récemment. J'ai lu aussi que dans le bassin méditerranéen, ça peut exister et au Moyen-Orient. Okay. Mais c'est essentiellement les Noirs, les Afro-descendants. Ok. Alors, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Et j'ai eu à voir que sur les réseaux sociaux, tu as parlé de la charge mentale qui accompagne les drépanocytaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça signifie pour toi ?
Donc là, de plus en plus, j'essaye de sensibiliser sur la charge mentale qui accompagne la drépanocytose parce que je trouve qu'on est très rodé en ce qui s'avère des crises vaso-occlusives, des douleurs. On a les antidouleurs qu'il faut, on a tout. Et on a même facile à aller consulter les professionnels, les spécialistes. Mais quand il s'agit de la santé mentale, ben en fait, après une hospitalisation, tu es emmené à faire comme si de rien n'était parce que la vie a continué en fait. Toi, tu étais hospitalisé pendant une semaine, mais dehors, tes cours ont continué, ton travail, t'es marqué absente, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler, on va dire. Et il y a beaucoup de choses à rattraper également. Donc, ça crée une charge mentale incroyable et aussi dans le sens où, bah, finalement, tu es seul dans ta maladie parce que personne ne le vit avec toi. Donc, moi, je veux bien pouvoir parler de ma maladie à mes frères et sœurs, machin, mais ils ne comprendront pas forcément ce que je vis à ce moment-là. J'ai donné l'exemple du fait que j'aime pas l'hôpital. Mais en fait, moi, quand je commence une crise, c'est moi qui sais à quel moment je dois aller à l'hôpital. Sauf que quand je commence la crise, tout le monde à la maison te met la pression pour aller à l'hôpital. Donc, ils n'essayent pas de comprendre qu'il y a une charge mentale derrière le fait d'être à l'hôpital. Qu'il y a des choses que je rate, il y a un travail que je suis en train de manquer quand je suis à l'hôpital. Du coup, c'est très compliqué dans ce sens-là et c'est très... En fait, c'est une maladie que tu vis seule. Même quand tu es en crise, tu es là, tu te tords de douleur. Il peut y avoir des gens autour de toi, mais ils sont un peu incapables, entre guillemets. Ils peuvent rien faire de plus que voilà, t'apporter tes médicaments, te donner de l'eau, mais ils ne savent pas vraiment atténuer ta douleur. Donc, c'est dans ce sens-là que la drépanocytose est une maladie qui isole beaucoup, en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que dans cette dynamique familiale ou même sociale, avec des amis, etc., comment tu navigues ça, en fait? Parmi tes frères et sœurs, j'imagine que tu es la seule, c'est ce que tu as dit au début. Justement, tu as eu à dire aussi que c'était très isolant. Mais comment ça a été en grandissant, en fait, cette dynamique familiale? Je pense que ça a été ça n'a pas été facile. Mais au final, une fois que tu comprends ta condition de santé, tu arrives à t'adapter en fait. Tu arrives juste à t'adapter, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas le vivre. Et je suis reconnaissante qu'ils ne peuvent pas le vivre parce que je le souhaite à personne. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a... Enfin, je ne me suis pas dit pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Je ne l'ai pas senti comme ça. Ouais. Et pour se faire des amis, aujourd'hui, par exemple, à l'âge adulte, depuis que tu as compris ta maladie, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose que... J'ai envie de dire que j'ai pas envie de dire que tu introduis dans comment tu te présentes, mais est-ce que, quelque part, tu te sens obligé de prévenir aux gens que potentiellement... Oui, mais après, moi, aujourd'hui, comme je suis sur les réseaux, bon... C'est un peu écrit sur mon front, n'est plus caché. Mais c'est vrai que dans mes amitiés, aujourd'hui, à l'âge adulte, on va dire, mes amis savent que je suis malade. Mes amis ont conscience de ma condition de santé, donc ils ne vont pas me faire de la tête parce que, je ne sais pas, j'ai raté un événement ou quoi. Super. Et généralement, quand ça arrive, tu sautes directement parce que bon, ça sert à rien. On ne va pas commencer à s'attarder sur des petites choses comme ça alors que je suis à l'hôpital, quoi. C'est quelque chose que, oui, directement, j'en parle. Dès qu'on est proche, en tout cas, mon cercle proche le sait. Et ils savent quand je suis en crise, ils savent quand je suis à l'hôpital. Et je pense que ça facilite énormément les choses. Ça retire une charge mentale aussi, dans le fait de devoir se justifier de ses absences et tout. Ça facilite énormément la vie. Après, oui, quand je vais rencontrer une personne, je ne sais pas si je dois parler avec quelqu'un, je pense qu'on va se marier, tout ça. Oui, je vais te dire ça dans les 2 jours, là. Tu vas aller faire ton génotype. C'était ma prochaine question. J'allais justement dire aux entre femmes, là, est-ce qu'on peut parler à Mourette? Je vais dire ça dans les 48 heures, tu vas aller faire ton génotype et puis on sait si on avance ou on s'arrête là. Hein, parce que si tu portes un gène S, on va aller où? C'est très simple. Non, c'est très très simple. Ok. Est-ce que, docteur, vous avez quelque chose à... Oui, ça que j'ai noté pour ne pas oublier. Déjà, j'ai beaucoup aimé que dès le début, tu as parlé de mettre des mots. Et le fait de mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est quelque chose qui est important, qui va nous décharger quelque part. On sait de quoi on parle, il y a plus de clarté. Et le mot aussi d'acceptation, se dire, voilà, j'ai une certaine condition, je ne l'ai pas choisie, c'est pas chouette. Comment je fais pour accepter? On pourrait croire que c'est comme quelque chose de facile, c'est pas facile, mais se dire, c'est comme ça que c'est. Et je crois que tu l'as dit aussi, comment je vais dealer avec, comment je vais faire avec,
pour plutôt que de me battre contre moi, pourquoi moi, nanani, nanana. Ce que je peux comprendre aussi, on pourrait être révolté, mais en même temps, ça nous fait du mal et ça ne règle pas le problème. Et donc, le fait que tu apprennes à mettre des mots dessus, que tu en parles, déjà, on sort du tabou, peut-être c'est moins culpabilisant aussi de se dire, je suis seule dans mon coin et des choses comme ça. Donc ça, je trouvais ça très, très chouette. Et tu disais, on est seul avec la maladie. C'est sûr que les autres ne la vivent pas, hein, quelle que soit la maladie chronique qu'on a. J'avais 2 questions par rapport à ça. Est-ce que des choses comme des groupes de parole, est-ce que ça existe? Est-ce que ça serait intéressant pour toi? Est-ce que ce serait des gens qui vivent la même chose? Enfin, la même chose, même si c'est différent pour chaque personne, quoi. Oui, des groupes de parole, je pense qu'il y en a. De l'hôpital où je suis suivie, je sais qu'ils organisent ça de temps en temps. Après, moi, j'ai la chance d'avoir parlé de ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé en fait une communauté qui partage énormément avec moi et on se comprend parce qu'on vit la même chose. Et donc, quand je dis qu'on se sent seul, c'est pas forcément... Bon, oui, seul dans le sens où tu te dis pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Mais après, tu découvres en fait... Il y a 10 000 personnes autour de toi qui ont la même chose, mais qui n'osent juste pas en parler. On peut être là dans une salle, il y a 4 dépositaires, mais comme personne ne veut parler de sa condition de santé, bah, personne ne le sait finalement. Et quand je dis que je l'ai accepté, c'est pas que j'ai grandi et je l'ai accepté. Hein. Je suis passée aussi dans une phase où j'étais très en colère d'avoir cette maladie. Je suis aussi passée dans une phase où limite j'en voulais à mes parents. Donc, ça n'a pas été facile, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est une maladie qui se vit avec différentes phases. Et la phase finale, c'est la phase de l'acceptation où tu la vis beaucoup mieux, on va dire. Certainement, oui. Et par rapport au fait d'être seule, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais trouver ou avoir enfin, le fait de vivre seule, mais en fait, en général, par rapport à ta condition, est-ce que tu aimerais, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a des choses dont tu rêverais et quoi Bah, franchement, pas forcément. Dans l'optique de vivre seul, vraiment la solution, c'est d'en parler. C'est vraiment la solution. C'est juste de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de mettre des mots sur ses sentiments. Et je pense que ça ouvre différentes portes. Hein. C'est ça. Ouais. Ça. Et je ne l'ai pas écrit, j'allais oublier ce que j'allais dire. Mais je ne sais plus. C'est pas grave, je vais enchaîner. Alors, j'ai vu sur ta page que tu célèbres tes anniversaires chaque année. Et, mais que à tes 21 ans, c'était un peu différent. Pourquoi? À mes 21 ans, c'était un peu différent dans le sens où, en fait, quand j'étais consultée Dr Google, j'ai vu 16 ans. Donc, après mes 16 ans, je suis allée voir l'espérance de vie. On m'a dit, bon, 21 ans. Si ce n'était pas 16 ans, ça sera 21 ans. Donc, à 21 ans, en fait, je me suis dit, ben, Google était... It was wrong. Period. Encore heureux. Ben oui, encore heureux. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, bon, moi, je m'étais préparée dans ma tête à me dire que l'espérance de vie, c'est 21 ans. Là, maintenant, j'ai 21 ans, je suis toujours là. What's next, en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire pour impacter? Comment? Et c'est là, en fait, que je me suis dit, OK, this sickle cell, you have to talk about it. J'ai commencé à parler de la drépanocytose de plus en plus. Et à mes 21 ans, c'est là que j'ai pris des initiatives. Je n'ai pas ouvert ma page à 21 ans, je l'ai ouvert à 20 ans. Mais à 21 ans, je me suis dit, OK, tu dois prendre cette page au sérieux parce qu'il y a un sérieux message à passer, il y a de l'espoir à donner aux autres. Moi, j'aurais aimé à 16 ans, au lieu de tomber sur Google qui me dit, OK, l'espérance de vie est de 16 ans, j'aurais aimé tomber sur une personne qui partage des vidéos et qui dit, OK, moi, j'ai 40 ans et j'ai la drépanocytose. Ça apporte de l'espoir, en fait. Et à 21 ans, c'est là que je me suis dit, si tu n'as pas eu cette personne, ben, tu vas juste devenir cette personne. Voilà. Très belle initiative. Et justement, en parlant de l'espérance de vie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, docteur, sur justement l'espérance de vie qu'on va dire connue ou ce qui est dit dans le monde médical par rapport à la maladie? Malheureusement, non. Non. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. Je peux juste parler de statistiques informelles. Okay. Moi, j'ai une tante qui est maintenant décédée, mais elle est décédée à plus de 50 ans. Donc, il y a des personnes qui vivent relativement longtemps, même si peut-être c'est moins que la population normale. Et puis, il y a toujours la possibilité, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un projet, de voir si on trouve un donneur. Je ne sais pas si c'est de moelle. Non, pas du tout. C'est pas un projet. Non. Voilà. Donc, mais je ne connais pas les statistiques, j'avoue. Ok. Est-ce que je peux rebondir juste sur bien sûr. Le projet de moelle osseuse? En fait, j'aurais aimé, quand j'étais plus jeune, parce que
en fait, quand on présente la moelle osseuse, on te dit, OK, si tu as un donneur, ben, tu vas guérir de la drépanocytose. Mais en grandissant, en faisant des recherches, en parlant avec mes médecins, j'ai réalisé qu'en fait, il y a un grand risque derrière, il y a une chimiothérapie derrière, il y a beaucoup de choses que j'ai juste pas envie de vivre pour qu'au final, on me dise, OK, ben, ton don, il a raté, en fait, et que tu restes drépanocytaire malgré ça. Je ne veux pas être passée par une chimio pour qu'à la fin, tu me dises, en fait, tu n'es pas guérie. Donc, aujourd'hui, je pense que même si on me proposait un donneur, je ne suis pas sûre que j'accepterais de faire la greffe de moelle osseuse. Je ne suis pas très sûre. Et je pense aussi que je préfère vivre pleinement avec ma condition de santé et deal avec autant que je peux, plutôt que de me faire passer par des chimios, par des longs processus, en fait, pour quelque chose d'incertain. Donc, la greffe, je pense que ce n'est pas un rêve. Pour ceux qui peuvent le faire, c'est bien. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de donneur compatible. Et voilà. Et justement, est-ce que la drépanocytose influence ta manière de te projeter? Donc, que ce soit dans tes rêves, tes projets, etc. Est-ce que ça rend ça plus difficile? Est-ce que tu préfères juste vivre au jour le jour et te dire, je vais faire ce que je peux faire et profiter d'aujourd'hui? Ou tu arrives à te projeter dans tes projets et tes rêves? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah oui. Donc, elle influence forcément. Et de manière involontaire, je pense que je suis emmenée à vivre au jour le jour. Parce que, bon, hier, j'avais peur de ça. Par exemple, quand j'étais au téléphone avec toi, j'ai dit « Hey, j'ai parlé avec Kelly, imagine dans la nuit, je fais une crise là. Je ne suis pas là. » Donc, en fait, c'est dans ce sens-là que je peux faire une crise n'importe quand. Et je ne suis pas sûre de faire un projet pour le lendemain et d'être là et d'honorer ce projet. Donc, c'est quelque chose qui, oui, m'emmène à vivre au jour le jour. Mais je n'ai quand même pas peur de me projeter pour le futur. Je sais que moi, je suis croyante, je suis chrétienne. Donc, j'ai une foi, entre guillemets, que je place en Dieu et qui fait que it's gonna be alright. Amen. Amen, amen. Et qu'est-ce que ta condition t'a appris sur toi-même? Wow, ça c'est une bonne question. Ma condition de santé, franchement, elle a un peu fait qui je suis aujourd'hui. Dans le sens où j'ai été emmenée à acquérir certains comportements qui font de moi ce que je suis, en fait. Tout simplement dans le fait que j'ai grandi en étant quelqu'un de prévoyante. Ça veut dire que quand tu vas sortir, tu sors avec ta bouteille d'eau, il ne fait pas froid, mais tu sors avec le pull. On ne sait jamais, en fait. J'ai été dans le on ne sait jamais. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis toujours dans le on ne sait jamais. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais sortir. Là, si je me prends une goutte de pluie, là, si demain je suis à l'hôpital. Donc, c'est des choses qui m'emmènent à être très prévoyante, très... voilà. Ça a vraiment shape mon comportement, en fait. Et encore une fois, tu parles de ta condition de maladie. Tu parles de ta condition de santé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu as dit que c'est vraiment pour informer les gens et en parler et donner de l'espoir même. Mais jusqu'où aimerais-tu aller avec ça? Alors, le but initial de moi, mes réseaux sociaux, c'est vraiment la sensibilisation au grand public. J'ai sensibilisé non seulement les futurs parents sur le fait qu'il faut connaître son génotype avant de faire des enfants, tout ça, mais aussi sensibiliser les gens sur le fait que vous ne savez pas ce que la personne en face vit. Tu ne peux pas juste venir faire des problèmes à quelqu'un qui n'a pas pu honorer un rendez-vous, ne sachant pas que la personne derrière est à l'hôpital. Sensibiliser aussi le corps médical sur le fait que autant quand on vient à l'hôpital, c'est pas facile pour nous, mais autant on a besoin de vous. Donc on ne peut pas toujours venir et être traité comme des moins que rien dans les hôpitaux. Sensibiliser en fait vraiment le grand public et particulièrement même les institutions parce que la drépanocytose n'est pas encore reconnue comme un handicap partout. Et du coup, pour moi, c'est très important que ça le devienne un jour. Et j'espère que dans le monde entier, elle sera reconnue parce que c'est une maladie qui touche des gens, mais partout. Donc voilà. Ok, et j'aime beaucoup l'initiative. Bravo pour ça. Bravo, vraiment. J'allais dire, est-ce que justement, comme il y a une charge mentale qui accompagne la maladie, est-ce que tu es suivie aussi, ou bien est-ce que tu vois quelqu'un pour cette partie-là? J'ai essayé, mais je pense que j'ai juste pas accroché au fait de faire des consultations, mais j'en fais au besoin. Oui, au besoin, mon médecin traitant, donc mon hématologue, peut me prescrire des consultations chez la psy.
Ok. c'est possible. Et justement, docteur, quels pourraient être les avantages, du coup, d'être suivi aussi par un psychologue ou une psychiatre ou autre? L'avantage que je vois, moi, c'est le fait d'avoir un suivi pluridisciplinaire. Donc, il y a l'hématologue pour tout ce qui est sang, voilà. Peut-être le généraliste, il peut être là aussi en deuxième plan. Le psychologue pour se dire, mais finalement, la santé, le corps, c'est pas juste... Non, la santé, c'est pas juste le corps, c'est vraiment un package. Et moi, ici, je vais faire mon petit laïus de généraliste. La santé, c'est un package. Et j'aime bien rappeler la définition de l'OMS qui dit que c'est un état de complet bien-être. Déjà, complet bien-être, mental, physique, social. Donc ici, si on s'occupe du corps, et c'est très bien et c'est important, ben on ne fait qu'une partie du boulot déjà. Donc pour moi, ce serait important pour avoir une prise en charge complète, globale de la personne, et pour pouvoir déposer sa souffrance, sa solitude, pour pouvoir mettre des mots, à prendre du recul par rapport à sa maladie. Ce seraient tous les aspects qui seraient importants au niveau d'un suivi psychothérapeutique. Et donc, je parlais de ma casquette de médecin généraliste. Tu disais à un moment, quand tu sens que les crises vont venir, tu fais la meuf qui boit un peu plus, et vraiment t'inviter, tout le monde, à ne pas oublier que la base de la santé, c'est ça. Je me gère moi-même, malade ou pas malade, quelle que soit ma condition, de boire suffisamment, quelles que soient les situations, de manger équilibré, dans quantité et qualité, de dormir suffisamment, faire un minimum d'exercice physique. J'entendais que trop longtemps, ça apporte des douleurs, mais trouver un peu son équilibre. Et le 5e point que j'aime bien aussi, c'est la gestion mentale. Comment je fais pour prendre suffisamment de recul par rapport à ce que je vis? La vie n'est pas toujours facile et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut continuer malgré tout ça? Et je voudrais aussi saluer le fait que j'entends dans ton discours que tu connais bien ton corps, tu sens les choses et tu peux déjà commencer à ajuster. Évidemment, le premier plan, c'est la prévention d'office sans rien sentir, mais tu es très connecté à ton corps, ce qui n'est pas si fréquent de nos jours, où les gens, ils pensent, ils réfléchissent à des choses, mais ils ne sentent pas qu'il se passe des choses dans le corps, et le corps dit beaucoup de choses. C'est vraiment la source de la connaissance de soi. Voilà. Et donc, je trouve ça vraiment important de prendre soin de soi et de pouvoir se connaître. En effet. Alors, aurais-tu peut-être des questions à poser au docteur ici Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'elle a raison par rapport à la santé mentale. C'est important de prendre du recul. Prendre du recul dans le sens où, moi, avant, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de crises, non pas parce que j'ai attrapé froid ou parce que j'ai couru dehors, mais juste pour un stress. Ça veut dire que moi, avant les sessions d'examen, c'est sûr que tu me trouves à l'hôpital parce que je stressais. Ou alors, je ne sais pas, quand je viens d'apprendre une nouvelle qui me cause des douleurs internes, je serai à l'hôpital. Donc, en fait, il y a beaucoup de... J'ai dû apprendre, en fait, à prendre du recul. C'était très important pour éviter aussi ces crises trop fréquentes. C'est ça. Et voilà, il y a vraiment une fine liaison, comme je disais dans ma vidéo, entre santé mentale et drépanocytose. C'est vraiment, ça peut nous créer aussi des facteurs de crise faciles, comme ça, pour rien, à se retrouver à l'hôpital. Donc, c'est très, très intéressant. Ok. Et alors, si tu pouvais t'adresser à un jeune qui vient d'apprendre qu'il est drépanocytaire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, je vais regarder la caméra. Pour m'adresser à un jeune qui vient d'apprendre qu'il a la drépanocytose, je lui donnerai un message d'espoir. Parce que moi aussi, quand j'ai réalisé que ce qu'était ma maladie, je pense que je n'avais pas eu cette personne-là qui va venir me donner de l'espoir. Donc, je vais d'abord lui donner un message d'espoir et lui sensibiliser à apprendre à connaître son corps. Je pense que c'est la base de tout et c'est la meilleure façon de, entre guillemets, se rendre service. Donc, il faut apprendre à connaître son corps. Il faut se renseigner sur la maladie. La maladie, on la connaît jamais totalement. Moi-même, je continue à apprendre des choses sur ma maladie. Je continue à... Même la nécrose, dont le médecin a parlé, je ne connaissais pas du tout la nécrose avant d'en avoir une moi-même. Donc, c'est vraiment important de faire ses recherches sans pour autant se fier à tout ce que Google dit. Mais c'est important de poser des questions aussi au corps médical. C'est important d'être suivi, non seulement suivi pour ses douleurs physiques, mais aussi suivi par une psychologue pour les douleurs mentales. Et voilà, je pense que c'est ça que je dirais. Mais c'est un message très, très, très fort. Très, très, très fort. Et comme dernière question, j'aimerais savoir, et toi aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Je pense que mon plus grand rêve serait vraiment de pouvoir
me voir porter la voix des sans-voix, des autres drépanocytaires, le plus loin possible. Le plus loin possible. Et je me vois vraiment juste continuer de militer sur ça, d'en parler un maximum. Et pas juste en parler pour sensibiliser, mais vraiment pour pousser à l'action, pour voir les choses changer, pour voir la drépanocytose reconnue comme un handicap, pour voir que les gens font de moins en moins d'enfants malades par manque de connaissances. Et ce serait vraiment ça mon plus grand rêve. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie d'avoir accepté encore une fois cette invitation. À travers ton histoire, je pense qu'on voit vraiment la résilience et l'envie et le besoin de continuer de sensibiliser. Donc pour ça, je te remercie vraiment. Tu as vraiment parlé librement et tu as été très ouverte sur des sujets que peut-être certaines personnes considèrent encore tabous ou sont encore tabous dans certaines régions. Je remercie aussi le docteur Tchabou d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Votre rapport était... magnifique, et vous utilisez des termes, je pense, assez simples, qui ne nous ont pas dépassés, donc ça a vraiment fait plaisir. Et encore une fois, un dernier point. Bien sûr. Juste pour rebondir, Anne-Marie, tu disais que tu n'avais pas nécessairement accroché avec les suivis psychothérapeutiques. Et ça, je crois que c'est important de se dire qu'une relation psy-patient, c'est comme psy-médecin, c'est une relation tout court, ça passe ou ça passe pas. Oui. Il ne faut pas hésiter à se dire, le premier, ça n'a peut-être pas été, le deuxième... J'espère pas le 20e, mais ne pas se décourager pour trouver la personne avec qui on se sent à l'aise et avec qui on peut faire un bout de chemin. On n'aura pas besoin de l'avoir tout le temps, mais quand on y va, on sait qu'on se sent suffisamment bien que pour pouvoir parler de plein de choses et tout ça. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas s'arrêter en chemin parce que le premier, le deuxième, le troisième, voilà. Voilà. Merci docteur. Avec plaisir. Oui. Et alors, à vous qui nous avez regardés, si cette conversation vous a touché, surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous, parce que comme Anne-Marie l'a dit, parler, c'est déjà une forme de guérison. Prenez soin de vous et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. La santé mentale, la santé sociale, la santé physique, c'est psychologique.